Bonsoir à tous. L'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot pour la troisième fois d'affilée et c'en est plus ou moins terminé des espoirs de 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe du côté du championnat, un partout face au FC Nantes. Et c'est dommage parce qu'on était sur une première mi-temps sympathique avant que le match ne tombe dans une torpeur assez rare, on va pas se mentir, une torpeur terrible qui nous a emmené à un match nul somme toute mérité. Pour vous résumer le match, une ouverture du score très précoce sur une erreur de Maxence Cacré qui donne l'avantage au FC Nantes à la 2e minute, puis l'Olympique Lyonnais qui revient dans le match via Alexandre Lacazette, bien évidemment, toujours lui sur une passe décisive de Bradley Barcola, et puis plus rien, quasiment plus rien du match jusqu'à la fin de la rencontre. Jamais on aura senti l'Olympique Lyonnais en mesure d'emporter ce match, et on se retrouve donc avec un match nul, somme toute logique, face à une autre équipe du ventre mou, une équipe que l'Olympique Lyonnais retrouvera le mois prochain en demi-finale de Coupe de France. Et pour l'instant, rien ne permet de dire que l'OL est foncièrement supérieur à cette équipe de Nantes. Voilà, on avait un maigre espoir encore d'accrocher une 5e place qualificative pour l'Europe, puisque l'OL n'est avec des gigantesques guillemets qu'à 7 points de Rennes. Il y avait encore une possibilité, en cas de victoire ce soir et de victoire contre Rennes que l'on affrontera dans quelques matchs, d'espérer une 5e place. C'en est désormais terminé. L'Olympique Lyonnais qui ne sera donc pas qualifié pour la Coupe d'Europe via le championnat. Il ne reste dans cette saison que les maigres espoirs de Coupe de France. Bienvenue à vous, on va débriefer ensemble cette rencontre, même si je vous avoue que c'est un peu compliqué. Ce soir, c'est vendredi, il commence à faire bon, il y avait le Palma Show sur TF1, et on pouvait aller sortir des bières, même se mettre en terrasse. Et vous, comme moi, nous avons choisi de regarder l'Olympique Lyonnais. Quelle erreur, mes amis, quelle erreur, parce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. C'est vraiment... C'est déprimant et c'est d'autant plus déprimant que souvent l'OL est mauvais en première période et met un petit peu d'accélérateur en seconde. Là, on est sorti d'une première période plutôt satisfaisante, on y reviendra plus tard, pour tomber dans une seconde période d'une nullité, d'une mollesse soporifique comme pas possible. Je vous avoue que j'ai eu du mal à tenir dedans, j'ai voulu lancer quelque chose à côté, mais je me suis dit, mais non, t'es payé pour faire ces débriefs, merci Parion Sport, on va faire ça sérieusement, mais je vois, et je ne vous en veux pas, je vois que vous êtes moins nombreux sur les débriefs, et c'est normal, parce que Dieu sait que moi aussi, j'en ai un peu ras-le-bol de devoir débriefer des purges comme ça. Parlons des entrants. On va parler, comme d'habitude, de la globalité du match dans l'ordre. Les petites notes, elles sont là. On va dérouler un petit peu toute cette rencontre. Même si en dehors des buts, on n'aura pas vu grand-chose, il y a quand même un certain nombre de choses à noter. Notamment les entrants qui ont été très timides, même ceux dont on attendait des choses, notamment Cherki et Jeffinho. On n'attend plus grand-chose de Oussama Aouar et Moussa Dembélé, et grand bien nous en prend, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Jeffinho, pas ouf, effectivement. On va dérouler un peu tout ça. J'ai pas noté grand-chose en dehors des performances individuelles. On va commencer par le positif, parce qu'il y en a quand même un tout petit peu, un petit chouïa. Le positif, c'est que enfin, ça y est, après 4-5 matchs à nous aligner Sinali Diomandé arrière droit, Laurent Blanc a, semble-t-il, enfin compris et nous a enfin mis Saël Koumbedi sur le côté droit de la défense. Et je vais éternuer incessamment sous peu, je m'en excuse, je vais me moucher en préventif. Et quand même, c'est quand même plus facile de jouer au foot avec un latéral droit qui est latéral droit, méga surprise. Saël Koumbedi qui a été très remuant côté droit. Enfin, on avait une compo qui était à peu près cohérente, même si on va y revenir, toujours ce milieu à 3, avec 3 milieux défensifs, avec un Cacré dans un rôle de numéro 10, qui a été un petit peu mi-figue mi-raisin, qui coûte le premier but, et qui est toujours pas dans sa zone préférentielle, mais surtout, Johan Le Penant, qui a été vraiment très moyen. C'est à se demander, même si son entrée est assez faible, pourquoi Cherki n'est pas numéro 10 dans cette équipe et Cacré à la place de Le Penant. On en parlerait après. On peut parler de l'absence de jeu. En vrai, il y a eu en première période, parce qu'il y a vraiment 2 périodes dans cette rencontre. Il y a l'OL avec Lacazette et l'OL sans Lacazette. On le savait, on savait que cette équipe était Lacazette-dépendante. On le voit davantage. À partir du moment où Lacazette est sorti sur blessure aux alentours de l'heure de jeu, il n'y a vraiment eu plus rien dans cette équipe. Et on a vraiment l'impression que sans Lacazette, cette équipe, elle est vide. Elle est vidée de son âme, elle est vidée de son essence. Et elle est incapable d'enchaîner des bons mouvements. Même Bradley Barcola, qui avait été brillant en première période, s'est éteint avec la sortie de Lacazette. Et c'est problématique parce que visiblement, Alexandre Lacazette n'était pas suffisamment bien remis de sa blessure. Il est ressorti sur blessure. On va prier pour qu'il soit disponible pour les échéances à venir. Alors peut-être pas le match contre le PSG, parce que maintenant,
le championnat s'est terminé, on peut presque balancer ça par la fenêtre, mais il va falloir absolument qu'Alexandre Lacazette soit de retour pour la demi-finale contre Nantes. Autrement, on peut, hypothéquer les chances de l'OL, ou en tout cas ne pas trop y croire. Le fond, c'est quoi? C'est Louis. Le fond, c'est Laurent Blanc. J'étais pas inspiré. Je vais pas vous mentir, j'étais pas inspiré pour le fond. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut sortir de cette rencontre? Pas grand-chose. Du coup, je vous ai mis un classique. Laurent Blanc en polo qui fait du golf, parce que c'était le match contre son ami Antoine Comboiré, voilà, match nul, ils sont contents, personne n'a perdu, ils vont pouvoir faire un petit golf ensemble avec le sourire sans être frustrés, c'est beau, le pouvoir de l'amitié, c'est aussi ça le football, le résultat c'est pas important, l'important c'est les amis qu'on se fait en chemin. Bref, vous connaissez la Zumba. Non, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté la banderole, la fameuse banderole. Je sais pas si vous avez vu la banderole des virages sur la visioconférence à 95 €. Je remercie Thomas qui m'avait envoyé un mail pour me signaler cette visioconférence à 95 €, parce que je pense que c'est la première passerelle entre les virages et moi qu'on ait pu voir. Je sais pas, pour ceux qui n'avaient pas suivi, l'Olympique Lyonnais est partenaire d'une plateforme qui s'appelle Fan for All, qui propose de la supporter expérience et qui mettait en vente une visioconférence avec 5 joueurs de l'Olympique Lyonnais pour 95 €. Voilà, donc c'est bien que les virages s'emparent aussi du sujet du marketing du club qui est complètement honteux, et s'y attaquent à un moment donné. Il y a une réservation au golf de Chassieux demain à 14h30. Oui, bon, écoutez, on lui souhaite. C'est l'avantage. Quand on joue le vendredi soir, on a tout le week-end pour être peinard derrière. On se fatigue pas trop le vendredi, et hop là, on n'est pas trop fatigué. La Marseillaise pour Aouar. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de parler de la Marseillaise pour Aouar, parce que les rares fois où je me suis aventuré sur ce terrain, j'en suis ressorti absolument lessivé de devoir compter avec la stupidité et la malhonnêteté d'esprit de certains supporters qui m'expliquent qu'on a le droit, mais non, c'est pas du tout ça, pareil. Bon, franchement, flemme d'en parler. Ceux qui sont capables d'avoir un raisonnement sont parfaitement capables de tirer leurs propres conclusions là-dessus. Et c'est anecdotique. On va parler du sportif là-dessus, parce que honnêtement, flemme. Les dernières fois que j'ai parlé de ça, je me suis retrouvé menacé de mort, donc on va peut-être éviter désormais de parler de ça, quoi. Crois-tu à une victoire en Coupe de France, notamment face à Nantes? Nantes est une équipe moyenne, mais l'Olympique Lyonnais aussi. Donc, je vous dis pas que je crois pas en la qualification finale face à Nantes, parce que Nantes est une équipe qui est à la portée de l'OL. On l'a bien vu en première période. Nantes a refusé le jeu, ils ont été un petit peu meilleurs en seconde période, notamment par un bon coaching de Antoine Comboiré qui a fait rentrer Moutoussamy qui a vraiment coupé un peu les jambes de l'Olympique Lyonnais. Mais ce match de Coupe de France opposera quand même deux équipes très moribondes, et je suis pas sûr qu'on ait un très grand spectacle. Donc oui, cette demi-finale est probablement à la portée de l'OL. Est-ce que ça sous-entend que la finale sera à sa portée? Point d'interrogation monumental là-dessus. Si on veut se concentrer sur le positif, il y en a du positif. Il y a eu l'activité offensive de Saïd Koumbedi qui a été brillant, qui a été intéressant, et qui prouve que quand même c'est plus intéressant de jouer au foot avec un latéral qui monte plutôt qu'avec un défenseur central excentré qui a toutes les peines du monde à venir passer la ligne médiane. Et Dieu sait que j'adore Signali Diomandé, mais à l'arrière droit ce n'est pas son poste. Saïd Koumbedi a quand même été en mesure d'apporter un petit peu plus de danger. J'ai noté évidemment Lacazette et Barcola qui sont pour moi les deux stars du match. Barcola qui enchaîne, encore des stats pour Bradley Barcola qui signe sa 4e passe décisive de la saison. Un beau but de Lacazette, tout en puissance, tout en contrôle, en pivot dans la surface. Comme d'habitude, c'est quand même dingue de se dire que Alexandre Lacazette, dans une équipe qui joue aussi mal, qui est aussi mal classée, va réussir à s'approcher tout doucement des 20 buts en championnat. C'est dingue quand même. C'est assez dingue là, à quel point Lacazette est trop fort pour cette OL, et la chance inouïe que l'Olympique Lyonnais a d'avoir Alexandre Lacazette dans son effectif, parce qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais est 10e avec Alexandre Lacazette dans son équipe. À quelle place serait l'Olympique Lyonnais sans Alexandre Lacazette? Et vraiment un très gros point d'interrogation sur le futur proche de l'OL, parce que Lacazette est fragile, parce que Lacazette est en fin de carrière, ou en tout cas en déclin, au crépuscule de sa carrière. Peut-être même que l'OL jouerait vraiment le maintien sans Lacazette. Donc moi c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire quand je vois Lacazette je suis heureux. Quand je pense à Lacazette, je suis heureux. Quand je vois Lacazette marquer, je suis heureux. Et puis après, je réfléchis, je me dis, quel beau cache-misère quand même. Quelle chance inouïe pour l'OL d'avoir vu juste et d'avoir su le convaincre, parce que c'est un cache-misère monumental de cette équipe. Quand il n'y a plus Lacazette, cette équipe, c'est une équipe qui joue le maintien. Tout simplement, je vais vous montrer les stats. Regardez les stats, parce que vous avez peut-être, avant que je vous montre les stats, vous avez peut-être l'impression ce soir que l'OL a été
plutôt meilleur que Nantes, notamment à cause de cette première période où vraiment Nantes n'a pas existé. On a peut-être cette impression de se dire ouais, il y avait moyen, comme nous a dit, je crois, Bradley Barcola, oui, on aurait dû gagner, on a été meilleur qu'eux. Ben, la réalité, les gars, c'est que non. C'est que non, les expected goals sont équilibrés, les tirs sont équilibrés, les tirs cadrés sont équilibrés, les sauvetages du gardien sont équilibrés. C'est un match, somme toute, équilibré. C'est un match nul, tout à fait logique qu'a concédé l'OL à domicile contre le FC Nantes. Et c'est quand même problématique parce que ne pas être capable de surpasser cette équipe de Nantes qui était vraiment pas venue pour jouer au foot, qui était venue pour aller sécuriser son maintien, c'est quand même assez dramatique. D'autant plus que là, vous avez les stats sur le match entier. Il faut quand même noter que l'Olympique Lyonnais à la mi-temps était à 8 tirs, dont 4 cadrés. Ça vous laisse à peu près imaginer le contenu de la seconde. Toujours, même si c'est difficile à analyser, cette tendance à faire des fautes, 13 fautes à 7, c'est encore un match à rajouter au nombre de matchs de l'Olympique Lyonnais qui a beaucoup plus de fautes que l'adversaire. On est... J'ai envie de lâcher le débrief, penser à ce club me tend. Je vous en voudrais pas. Je vous en veux pas, je vous en vois pas. Je vois bien que vous n'êtes pas aussi nombreux pour un match nul contre Nantes. Je vois bien, c'est normal. On va terminer cette saison en roue libre et peut-être qu'à la fin, au lieu de faire des débriefs, on fera un Scrabble. Peut-être qu'au lieu de faire un débrief, on regardera Cauchemar en cuisine parce que qu'est-ce que vous voulez dire quand on voit des matchs comme ça ? On continue de voir que Blanc est un entraîneur complètement dépassé. Je suis toujours pas convaincu par Laurent Blanc qui va être confirmé dans ses fonctions, ce que nous a dit Jean-Michel Aulas cette semaine. Toujours pas confirmé par la lecture du jeu de Laurent Blanc. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre ce milieu à 3, j'ai du mal à comprendre la logique de coaching. On va en parler après, mais quel est l'intérêt de faire rentrer Oussem Aouar et de mettre Mohamed El Arouche en tribune ? Je comprends vraiment pas cette logique-là. Quel est l'intérêt de faire encore rentrer Moussa Dembélé ? Alors certes, Lacazette se blesse, mais quel est l'intérêt ? Moussa Dembélé, dans 2 mois, il est plus là et il a aucun apport dans le jeu. Quel est l'intérêt de lui donner du temps de jeu à lui plutôt que de tenter un truc ? Je sais pas, mettez-moi Cherki en 9, mettez-moi un El Arouche en 10 derrière Cherki. Est-ce que ça pourra vraiment être pire ? Alors après, on va blâmer Dembélé pour son occasion ratée. Cela étant, j'ai un problème de fond avec cette équipe. Et c'est un problème tactique, et j'ai un problème de fond avec cette équipe. Cette équipe est incapable de faire des appels en profondeur. Et c'est quand même dingue, parce que pour ceux les quelques-uns qui étaient là hier j'ai fait une émission sur la chaîne de la Ligue 1 avec les habits de Coparena, et on parlait de Juninho. Et il y avait notamment pas mal de palettes tactiques sur Juninho, et on se rendait compte qu'à l'époque, il y avait c'était un autre football, bien sûr, c'est pas que l'OL. À l'époque, il y avait des prises de profondeur tout le temps, et les joueurs qui jouaient au milieu de terrain avaient plein d'options pour donner des passes en profondeur. Et d'ailleurs, on a vu que Ryan Cherki, quand il a des coéquipiers autour de lui qui prennent la profondeur, principalement les latéraux, il est capable de donner ces passes-là. Et cette équipe de l'OL, elle est quand même très laborieuse dans sa capacité à prendre la profondeur. Lacazette prend très peu la profondeur, Barcola prend très peu la profondeur, Amin Sarr, c'est un fantôme, c'est problématique. Jeffinho, quand il est rentré, n'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur de percussion. Dembélé, dans tous ses défauts, a quand même cette capacité à prendre la profondeur. Et c'est le seul truc qu'il faut lui noter quand même, c'est le seul joueur offensif de cette équipe à être capable de faire des appels en profondeur. Et c'est quand même dingue d'avoir une équipe aussi immobile, surtout face à un bloc aussi bas. Enfin, vous l'avez vu, l'équipe du FC Nantes. C'est pas des artistes quand même. Enfin, je veux dire, j'adore le FC Nantes. C'est peut-être le 2e club en France que j'aime le plus. Je vais pas vous dire que je supporte le FC Nantes parce que je suis supporter que d'un seul club, mais j'adore le FC Nantes. C'est-à-dire que je suis pas du tout en train de chier sur le club. Mais c'est pas des artistes quand même. Joao Victor et Nicolas Palois. Enfin, Nicolas Palois, moi je l'adore. J'adore Nicolas Palois parce que Nicolas Palois, il réduit le foot à sa plus pure expression. C'est-à-dire qu'il est pas. Il y a un ballon qui lui arrive dessus, il y a personne à 10 mètres. Vous savez quoi, chandelle. Bam, ça envoie en l'air. Il intervient sur une intervention défensive, bim, ça part à 1500 mètres d'altitude. Moi j'adore Nicolas Palois, parce qu'au moins, voilà, des défenseurs centrales, t'as rien de plus. Ici, c'est pas Ruben Dias, ici, c'est pas Leonardo Bonucci, c'est bim, bam, boum, c'est les séquences de Julien Cazard. Donc, le problème, c'est que face à une équipe comme ça, vous avez 2 défenseurs en face de vous. Enfin, je veux dire, je suis pas analyste tactique, c'est quand même des défenseurs qui sont assez lents. Et vous n'êtes pas capable de jouer à la profondeur avec eux. Alors que les rares fois où Saïd Koumbedi vient apporter de la profondeur sur le côté droit, il y a des opportunités. Vous les avez vues, les passes de Cherki vers Koumbedi. On peut les faire dans l'axe aussi, ces passes-là. Dembélé sait faire ça. Dembélé, alors après, le problème, c'est le reste. Dembélé, c'est les Timberland et c'est la capacité à finir qui, quand il n'a pas la tête à l'endroit, c'est une catastrophe. Et je vais vous dire un truc atroce, et vous allez m'insulter, mais je pense que dans une équipe comme ça, un Karl Toko Ekambi,
aussi nul puisse-t-il être, était capable d'apporter une certaine forme de profondeur. Et je pense qu'il y a vraiment un problème avec cette incapacité, cette volonté féroce et tenace à vouloir jouer dans les pieds et jouer à la baballe. Et ils sont tous coupables sur ça, tous coupables. Même Lacazette, qui est très bon, est aussi coupable de ne pas assez prendre la profondeur. Donc voilà, non, Toko jouait jamais dans la profondeur. C'est vrai, mais quand Toko jouait dans la profondeur, c'était intéressant. Voilà. Mais maintenant, je vous dis ça, j'ai mon associé qui est à la maison, qui est supporter rennais, qui ce soir à table m'a dit « Mais Toko, mais il est nul, il a pas de pied !» Donc voilà, ça y est, enfin ils s'en rendent compte, ils ont compris. C'était qu'une question de temps. Donc je vous dis pas qu'il faut faire revenir Toko, hein. Mais grosso modo, voilà, il y a un problème de profondeur. Tagliafico en a marre, j'ai l'impression. Est-ce qu'on te menace? N'envoyez pas la police chez moi, je ne suis pas kidnappé, hein. Non, Nantes n'était pas venu pour jouer au foot, mais c'est Comboiré, enfin je veux dire, on sait, hein, et on sait probablement que quand on va jouer contre eux en Coupe de France, ce sera pas le Barça non plus, hein. Mais c'est le jeu, et malheureusement, contre des équipes qui jouent aussi bas et qui ont aussi peu envie de jouer, la baballe et les passes dans les pieds, ça fonctionne pas, et l'OL s'est cassé les dents là-dessus à partir du moment où Lacazette est sorti parce qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà, merci Théo pour le Prime. Il faut peut-être être capable de gagner contre des équipes comme ça. Bien sûr qu'il faut être capable de gagner contre des équipes comme ça, mais c'était déjà le problème lors du match en janvier. Et ça a été le problème pendant toute la saison, c'est-à-dire que foncièrement, de manière régulière, l'OL n'est pas capable de surclasser des équipes comme ça. Finalement, l'OL n'est pas au niveau. N'a pas la capacité à accélérer que peuvent avoir des équipes qui jouent au-dessus, pas forcément des équipes très au-dessus. Je vous parle de Lille, je vous parle même de Reims. Cette capacité à accélérer et créer le bordel, on l'a vu très légèrement en première période, et puis après, pouf, plus rien. Du coup, si on est en 10e, Olas ne démissionne pas. Non, Olas, il a dit, si on est 8e, j'aurais démissionné depuis bien longtemps. Donc peut-être que si on est 9e, il va dire, eh ben non, contre nous, on n'est pas 8e, on est 9e. Vous l'avez pas vu celle-là. Non, Jean-Michel Aulas, il est peut-être plus occupé par le fait de signer des dédicaces pour son bouquin que de la situation sportive du club, visiblement. Quasi 30 matchs, la vérité, c'est que l'OL est à sa place. Ouais, si on doit tirer une conclusion, puisque en vrai, c'est le match qui sonne le glas des espoirs de remontada au classement, on n'y croyait pas trop, hein, mais on était en droit d'espérer au niveau comptable une remontada. Le constat, c'est que oui, l'OL est à sa place. Alors, l'OL est à sa place par rapport au jeu qu'il déploie, c'est-à-dire que l'OL est une équipe moyenne, l'OL est une équipe qui joue un football moyen et qui n'est pas capable de battre des équipes moyennes. Est-ce que l'OL est à sa place par rapport à son effectif? Probablement pas. Alors, où est le problème? Point d'interrogation, ça je vous laisse la réponse. Mais factuellement, l'OL ne mérite pas d'être mieux classé que des équipes comme Reims ou que des équipes qui sont juste derrière, comme Toulouse. Et c'est le triste constat qu'il faut faire. Donc maintenant, à qui la faute? Un peu à tout le monde, on l'a déjà dit, ça, hein, les dirigeants pour les recrues qui sont pas au niveau, parce que Amin Sarr, on en parlera un peu plus tard, c'est point d'interrogation de la taille de la Tour Eiffel. Jeffinho, on l'a encensé, là ce soir c'était pas ouf, on le verra davantage sur un match complet, et c'est l'état d'esprit global qui pêche. Laurent Blanc, ça fait 6 mois, on a toujours du mal à voir où il veut en venir, on a toujours du mal avec la lecture du jeu, la lecture des matchs, la lecture des postes, la lecture de la tactique. Donc pareil, point d'interrogation, Laurent Blanc est-il finito? Vous répondez à la question ou pas. Mais voilà, il y a une équipe trop jeune? Non, c'est pas vrai. C'est pas une équipe trop jeune, parce que les joueurs qui sont pas au niveau, ce sont pas les jeunes. Thiago Mendes, il est pas jeune. Les joueurs qui sont pas au niveau, ce sont pas des jeunes. Donc l'effectif qui est finito, non, je pense pas. Maintenant, rendez-vous bien compte de la situation dans laquelle est l'Olympique Lyonnais. L'OL est 10e de Ligue 1. Maintenant c'est le constat des primes. Vous êtes prêts? On va déprimer là. Rendez-vous bien compte du problème. L'Olympique Lyonnais est 10e de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais il y a quand même plus de chances qu'il ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe l'an prochain ou pas, mais quand bien même, ça ne change rien au constat. C'est-à-dire que l'OL, même s'il gagne la Coupe de France, est 10e de Ligue 1, a un effectif moyen, avec du potentiel mais moyen, et récupère cet été au Mercato Jeffrey Adelaide, Florent Da Silva, Senkos Kassar, Tino Kadewere, Youssouf Koné, Karl Toko Ekambi et Romain Fèvre. On va pas se renforcer, les oiseaux, hein, parce que ces joueurs-là, on va pas les vendre. Donc le problème, il est plus profond que ça. Le problème, il est que non seulement cet effectif-là, à l'instant T, il est moyen, mais cet effectif-là va être, rempli de poids morts cet été.
Et là, bon courage pour essayer de faire le tri là-dedans. Bon courage pour essayer de remettre du sang neuf, parce que vraiment, c'est le retour des morts vivants, quoi. C'est The Walking Dead 2, le retour cet été. Donc la situation, elle est un peu critique, et moi, je suis un peu décontenancé par le fait que l'OL est 10e de Ligue 1, et tout va bien. Et personne ne parle. Le directeur du football ne parle pas. Le directeur du recrutement ne parle pas. Le président signe des dédicaces, chaque jour se réinventer. Le propriétaire du club a disparu. John Textor est porté disparu. Il a supprimé son Twitter. Il est parti. Et si quelqu'un a des nouvelles de John Textor, qui nous en donne, vite. Voilà. On est 10e. On a le 2e budget de Ligue 1, 250 millions de budget, masse salariale énorme. On est 10e. Et tout va bien. Et tout va bien. Il y a eu je vous rappelle, il y a eu des affiches en A4 sur le mur d'entraînement, et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Pourquoi ? Parce que, attention, on est en demi-finale, donc peut-être qu'on va gagner une Coupe de France. Donc tant qu'on n'est pas éliminé de la Coupe de France, on ne peut pas râler. Voilà. Parce que si jamais on gagne la Coupe de France, il y a Jean-Michel Aulas qui va arriver, qui va dire « Je te tiens par la barbichette, excuse-toi, connard, regarde, on a gagné une coupe. » Mais en vrai, c'est incroyable. Je veux dire, dans quel autre club de Ligue 1 ? Et je vous parle pas que de Marseille, hein. Dans quel autre club de Ligue 1 tu joues le podium, t'es 10e, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Regardez, même les Rennais, ils s'énervent. Même les Rennais, ils s'énervent. C'est Rennes, enfin je veux dire Rennes, ils jouent la 3e place. Allez, peut-être la 4e. Et ils sont pas contents. Et ils râlent, et ils gueulent. Et nous, on est 10e, et ils sont là genre, ouais, tranquille. Quelle destination c'était ? Mykonos ou Djerba la Nomade ? Enfin vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, on a accepté, à force de discours, à force de déclassement, on a accepté la médiocrité de l'OL. On a accepté que c'est normal. Merci Youfak pour ton abonnement. On a accepté ça. Voilà. On a fait 3 matchs nuls d'affilée, on est 10e, c'est normal. C'est normal. Et si jamais vous n'êtes pas content, vous êtes des enfants gâtés, rappelez-vous que l'OL a 75 qualifications européennes, toutes générations confondues, les hommes, les femmes, les enfants, les seniors, voilà, enfin, à l'indice UEFA pondéré sur 35 ans, l'OL est premier club français, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Et puis parce que y a des mecs qui sont encore vivants, qui avaient fait des dépassements à Raon-l'Étape en D2 en 86, on est des enfants gâtés. Mais c'est dingue quand même. C'est dingue. Merci Daphne pour ton prime. C'est fou. Et je suis désolé, hier, comme je vous disais, j'ai fait l'émission avec la Ligue, là. L'émission Ligue 1 sur Juninho. Il y avait des palettes tactiques de Juninho et des actions de l'OL il y a 10-15 ans. C'est douloureux, les gars. C'est douloureux de voir ça. C'est douloureux, ça joue bien, il y a des grands joueurs de football. Et on est en train de se transformer en une caricature de ce qu'on ne voulait pas être, c'est-à-dire ce qu'étaient les Marseillais dans les années 2000 à vivre dans le passé, ce que sont les Stéphanois aujourd'hui à se gargariser de succès il y a 20 ou 30 ans. Parce que je vous rappelle quand même que les grandes années de l'OL, c'est bientôt 20 ans. Hein. C'est bientôt 20 ans. Le premier titre, c'est 2002, c'est 21 ans. Ça commence à faire beaucoup quand même d'attentes. Et ça devient un peu gênant. Et le fait qu'on commence à s'habituer à ça, c'est pas normal. Et moi, je trouverais ça jamais normal qu'on s'habitue à ce que l'OL soit médiocre. C'est pas un club qui doit être médiocre. C'est un club qui a les moyens et les infrastructures pour être un bon club. On ne demande pas à être champion de France parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, vous avez les éditorialistes de merde sur les plateaux télé de merde qui nous expliquent non, mais les supporters, ils veulent être champions de France et battre le PSG. Putain, mais personne n'a jamais voulu être champion de France. On veut juste être deuxième. Putain, on n'est pas chiant quand même. On veut même pas gagner, on veut juste être deuxième. Mais troisième, même troisième on prend. Troisième on prend. Alors que l'OL, normalement, avec ses infras et son budget, devrait faire chier le PSG au moins une saison sur 3. Au moins une saison sur 3, comme Lille, comme Monaco. Vous voyez, même comme l'OM cette année. Non, des enfants gâtés. Donc voilà. Donc le constat global, après ce match-là, c'est que l'OL est 10e, et tout va bien. Et c'est ok. Puis l'an prochain, on sera 12e, et puis tout ira bien. Puis l'année d'après, on sera 14e, et on sera content parce qu'on aura obtenu le maintien. Et après, Diane que pourra. Voilà. Allez, les notes, parce qu'on a bien râlé dans le vide. Les notes. Alors, on va dessiner notre petit terrain. Tac, il est là, il est prêt. C'est parti. Alors, on va essayer de bien dessiner le terrain, parce que le dernier était joli, donc on va essayer de faire dans la lignée du terrain de la dernière fois. Ça commence pas très bien. Ça commence pas bien du tout. Bon, il est pas incroyable. Il est pas incroyable, mais on va se rattraper. Bon. C'est pas la folie, hein. C'est un terrain en perspective, on va dire. Allez, nous avions donc aujourd'hui
Il est comme le match en terrain chiant. Oh, bah, en vrai, ça va. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Non, le réflexe, c'est pas Lopez, c'est Ryu. Nous avions Ryu, nous avions Lovren, Koumbedi, nous avions Lukeba, Tagliafico. De toute façon, c'était une équipe quasiment type. Il manquait juste Cherki, Tolisso, Le Penant, Barcola, Lacazette, Caqueret et Aminsar, le gentil fantôme. Alors, 3 sur 10 le terrain. Eh, vous êtes dur. Vous êtes dur. Terrain 6 sur 10. Voilà, ça c'est une note qui me va, ça. Faut tout brûler, franchement. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas de cyprès autour du centre d'entraînement. Donc on peut pas tout brûler, malheureusement. Après, si vous voulez tout brûler, il y a d'autres raisons en France de vouloir tout brûler, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Ryu. Match de Ryu. Bah, c'est toujours pareil, Ryu. Hein. C'est un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment donné, il y a Lovren qui laisse le ballon aller jusqu'à Ryu. Et Ryu, je sais pas ce qui se passe, mais il tergiverse. Il est pas loin de se prendre un but là-dessus. Et le compte de l'OL dit superbe sortie de Ryu devant Mohamed. Les gars, faut regarder le match quand même. Faut vraiment regarder le match. Après, il y a 4 bels arrêts. 4 beaux arrêts plutôt, c'est mieux avec la concordance. 4 beaux arrêts de Ryu. Sur le but, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Maintenant, c'est limité quoi. Non, 4, vous êtes dur. 4, vous êtes dur quand même. C'est un match sérieux de Ryu, c'est-à-dire on peut difficilement lui demander plus que ça. On peut pas faire de miracle sur le but. C'est un match sérieux. Voilà. Après, c'est aucune plus-value, ça c'est sûr. Donc on va mettre 5,5. 5,5 parce qu'il peut rien sur le but. Il fait des beaux arrêts. Franchement, soyez pas dur. Soyez pas dur. C'est un bon numéro 2. Il fait le taf. Il y a toujours ce problème qui l'empêche peut-être l'éclosion de meilleurs gardiens dans le futur. Mais voilà, aujourd'hui, on peut pas reprocher à Ryu quoi que ce soit. C'est compliqué. Voilà, c'est un match sérieux de Ryu. C'est un match sérieux. Mais toujours ce problème de jeu au pied qui est insipide. Voilà. Mais bon. Par qui on commence? Lukeba qui est coupable sur le but. C'est lui qui donne le compte de son camp. Un petit peu moyen, Lukeba, dans l'absolu, sur ce match. On n'est pas sur une défense. On est quand même. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'on est sur un match où l'OL concède 11 tirs, dont 5 cadrés, face à une équipe qui avait très 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 peu envie de jouer au foot quand même. Donc c'est quand même un match très moyen de Lukeba, on va mettre 4, ça me semble assez logique. C'est un match très moyen d'à peu près toute la ligne défensive. Hein. Lovren n'a pas été bon non plus, merci Mika pour le prime. Lovren n'a pas été foufou. Hein. Je l'ai trouvé pas rassurant. Alors c'est assez rare, parce que pour l'instant, Lovren a été assez brillant. Je l'ai trouvé pas rassurant du tout sur ce match-là. À peu près le même constat, ouais, un 4 pour Lovren, ça me semble assez logique. Et un petit déficit physique, ouais, effectivement, au niveau de la vitesse. Je pense que ça se voit davantage quand il a des mecs qui courent vite en face. Le nombre de ballons perdus, j'ai envie de péter un plomb. C'est la constante. Hein. Le nombre de ballons perdus par Caqueret, par Le Penant, par Cherki, c'était terrible. Hein. Terrible. Lovren, il accuse un peu le coup depuis 2-3 matchs. Je sais pas s'il accuse le coup, je pense que c'est cette équipe qui croit plus trop, quoi. C'est-à-dire que nous, on a eu du mal à y croire, merci Baba Trompette. J'ai l'impression que cette équipe y croit de moins en moins. Et que ça y est, ils y croient plus. Donc pourquoi jouer à ce moment-là? Koumbedi, en fait, on répète tout le temps les mêmes choses. C'est aussi le problème de cette équipe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait les notes, on dit les mêmes choses sur tous les joueurs parce qu'il n'y a rien qui change. Et Koumbedi, c'est pareil, c'est un bon joueur qui est pas fini. Défensivement, c'est moyen. Offensivement, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Donc c'est pas un match hyper flamboyant, il a manqué peut-être une passe D. C'est un 5,5, c'est un 5,5 d'encouragement pour Koumbedi, je pense que c'est assez fair, parce que c'est un match qui foncièrement vaut 5, mais c'est quand même vachement mieux que Diomandé à ce poste-là, donc on va mettre 5,5. Mieux que Diomandé à droite. C'était difficile de faire pire en tout cas. C'est bien que Laurent Blanc ait enfin vu la lumière là-dessus. J'ai peur, je crois que je commence à m'ennuyer de noter ces branques sur ton live. Mais moi aussi. Mais c'est bientôt. Alors déjà, c'est les vacances. Déjà, une petite interruption. Déjà, c'est les vacances. Le prochain match, c'est dans 2 semaines. Donc entre-temps, on va faire autre chose. On va faire un blind test commentaire. On va s'aérer un peu l'esprit, ça va être un peu mieux. Mais moi aussi, j'en ai marre, les gars, de devoir noter des matchs de merde comme ça. Moi aussi, ça me fait pas rêver. Hein. Donc non, vous inquiétez pas. Déjà, on va voir le PSG, donc on va avoir une belle branlée, on va pouvoir rigoler un petit peu. Ensuite, il y aura la Coupe de France. Et après, ce sera les vacances. Hein. Après, ce sera des débriefs, on les fera à la zob et advienne que pourra.
Donc voilà, merci le Gertrude. Rarement sur Twitch, plutôt sur YouTube. Merci beaucoup le Gertrude. C'est le jour de la marmotte. Ah ben ouais, mais moi je demande qu'une seule chose. C'est comme les mecs sur Twitter qui me disent ouais, tu passes ton temps à râler, t'es jamais positif. Putain, mais on est 10e. Donc ouais, on dit tout le temps la même chose. Donc je comprends que vous vous lassiez, hein. Je comprends, hein. Un match contre Brest, là, en janvier, on était 1002, là on est 700. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Bientôt on fera les débriefs vélo, ça vous fera du bien. On verra après pour le. En gros, je vous donne à peu près le timing. À partir du 31, je suis un peu plus libre. Donc on va peut-être pouvoir un peu plus streamer. Tagliafico, match moyen. Match moyen. Pareil, il accuse un peu le coup. C'est un peu comme Lovren. Il y a un peu toute la ligne défensive là qui marche un peu la tête baissée, quoi. Donc ouais, Tagliafico, moyenasse ce soir. On en attend beaucoup plus. On va mettre 4 aussi. On va mettre 4, ça me semble assez cohérent. Tolisso, toujours le même constat sur Tolisso, c'est-à-dire qu'il y a des actions où on se dit waouh, il est fort quand même. Puis il y a des actions où on se dit waouh, il est quand même pas très très fort. Donc c'est pareil, Tolisso, il y a des moments qui valent 3,5 et il y a des moments qui valent 7. Moi ce soir, je l'ai trouvé plutôt pas mal en comparaison aux deux autres. Je l'ai trouvé assez cool et le problème, il est physique avec Tolisso, c'est qu'il tombe. Il tombe à la 60e. On le sait, hein, et le problème c'est que quand on a Tolisso qui tombe, soit on le garde parce qu'il est quand même capable d'avoir des moments de fulgurance. Il y a eu notamment en première mi-temps des très très belles actions en une touche de balle avec Lacazette, avec Barcola et Tolisso qui était toujours dans le bon coup. Et puis après, pouf, disparu quoi. C'est le moins nul du milieu. Ouais, c'était le moins nul ce soir au milieu. Je vais mettre 5 parce qu'on sent quand même que quand il est là, il peut se passer des choses, contrairement à par exemple au pif, un Thiago Mendes, où le seul moyen de le voir, c'est parce qu'il a les cheveux blonds et que ça se remarque. Sinon, footballistiquement, c'est compliqué. Le Penant, ça a été très très dur pour Le Penant. Très très dur. On voit les lacunes de Le Penant, notamment balle au pied, où vraiment ça a été très 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 laborieux, balle au pied pour Le Penant. Et j'ai du mal à blâmer Le Penant parce que Le Penant, comme je l'ai dit sur Twitter, il n'a pas vocation à être titulaire dans cette équipe, Le Penant. Il est censé être là, apprendre, continuer à progresser, et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va continuer à progresser, que c'est intrinsèquement un très bon joueur. Mais là, sur ce match-là et sur les derniers matchs, Le Penant, c'est un peu compliqué. Et le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas moyen de le faire souffler à partir du moment où on veut absolument aligner ce milieu à 3 milieux défensifs. C'est très Laurent Blanc dans l'idée, hein, mais je comprends toujours pas pourquoi on ne fait pas glisser Cacré ici pour pouvoir mettre ici un joueur qui a un peu plus de capacité d'élimination. Je m'en fous de qui vous mettez là. Mettez-moi Amin Sarr en 9,5, mettez-moi Jeffinho en 10, mettez-moi Cherki, j'en ai rien à foutre. Mais je comprends pas cette logique de vouloir faire jouer ces trois-là ensemble. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et ce soir, Le Penant, c'est un naufrage, donc on va lui mettre un 3, parce que vraiment, c'était pas bon. Cacré, Cacré, ce soir, c'est pas bon. Voilà. Alors, c'est toujours pareil avec Cacré. Il y a quand même eu quelques moments intéressants, notamment sur le but, où il a cette capacité à créer l'étincelle, mais pour le reste, wow, la vache, il coûte le but, et il coûte le but tout seul comme un grand, façon Verratti des mauvais soirs. Un nombre de ballons perdus assez élevé, hein, notamment en première mi-temps. C'est vraiment pas un bon match de Cacré, et je pense qu'il est pas meilleur que Le Penant ce soir, donc je pense que c'est un 3 aussi. On va embrayer sur Barcola et Lacazette. Barcola que j'ai encore une fois trouvé très bon, même s'il est tombé en intensité en seconde période. J'ai eu des moments dans ce match-là où je me suis dit waouh, Barcola, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Barcola 3, et vous fumez les gars. Moi, Barcola, je le trouve très fort. Après, il est tombé en intensité avec la sortie de Lacazette. Mais voilà, il est encore décisif ce soir. Il donne la passe D, il est virevoltant, il a une qualité technique qui est, au-dessus de celle que moi je pensais. Je pense que ce soir, c'est 6. 6, 5,5, 6. Nul en deuxième. Ouais, c'est vrai que c'est une première mi-temps qui vaut 6,5. Une deuxième mi-temps qui vaut 4,5. On va mettre 5,5. Parce que c'est vrai qu'il est tombé en régime quand même. Lacazette, heureusement qu'il existe, quoi. Heureusement qu'il existe, Alexandre Lacazette. Toujours cette impression de facteur X avec Lacazette. Toujours cette impression de facteur X, de capacité à bonifier les saucisses. C'est la même chose que ce qu'on disait la dernière fois. Le nombre de merguez qu'on lui envoie, ce pauvre Lacazette. Je vous jure, il sort les poubelles, Lacazette, hein, vraiment. C'est une usine de recyclage. On lui envoie du caca, il en fait de l'or. Hein. C'est Midas, le boug. Je pense qu'il est tout simplement trop fort pour cette OL. Trop fort. Et je pense qu'au fond de lui, il doit se demander ce qu'il fout là. Il doit se dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette équipe de merde? Parce qu'il a rien à faire là, Lacazette. Il a rien à faire là. Mon pauvre Alexandre, merci d'être venu. Merci d'être venu pour l'amour du foot et l'amour de l'Olympique Lyonnais. Mais tu mérites mieux. Tu mérites mieux que ça. Franchement, tu mérites mieux que ça.
Le mouroir, quoi. On dirait un enfant à qui on a refusé d'avoir fait sauter une classe. Vous voyez, il est au CP, mais il sait déjà lire et écrire, quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc c'est bien, ça y est, il a dépassé, il est unique deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Il rentre définitivement dans la légende. Mais mon pauvre Alexandre, t'aurais pu avoir une carrière beaucoup plus belle que ça. Donc merci de faire parler le cœur. Mais donc c'est un match qui vaut 6,5, mais on va mettre 7 pour les émotions. Et on va terminer par Amin Sarr. Et Amin Sarr, bah, même notation. Hein. Je sais pas. Je comprends pas Amin Sarr. Et je peux même pas vous dire qu'il est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment la pire note possible. C'est-à-dire que je peux même pas vous dire, je ne sais pas ce qu'a fait Amin Sarr ce soir. Il a été moins fantôme que sur le match d'avant. Mais encore heureux, parce que là, il est sur le côté, là. Là, il est sur le côté. Donc, il a toute une zone à lui, là. Il a toute cette zone-là. Et malgré ça, malgré le fait qu'il soit sur un côté, qu'il soit plus libre, qu'il soit plus disponible, point d'interrogation. Et vraiment, je préfère, et je vous jure, vous allez encore m'insulter, là. Je préfère des joueurs comme Dembélé ou Toko Ekambi, qu'on voit dans le match et qui font n'importe quoi, parce qu'au moins, on les voit. On les voit faire n'importe quoi. Parce qu'on peut pas dire que t'as mal joué si t'as pas joué. Vous connaissez l'histoire, c'est un peu comme Paul Mirabel dans LOL qui ressort. Ah ouais, forcément, il est super fort, il joue pas. Amin Sarr, c'est pareil, on peut pas dire qu'il est nul vu qu'il joue pas. Je sais pas. Donc peut-être c'est une question de confiance, une question d'adaptation, mais je l'ai pas vu. Donc je sais pas. Voilà, je ne sais pas, Amin Sarr, c'est une énigme pour moi. Mais c'est une énigme à 12 millions quand même, hein. Donc ça commence à faire cher, une énigme à 12 millions dans un poste où on avait terriblement besoin d'un renfort. Je suis même pas sûr que ce soit un mauvais footballeur, Amin Sarr. Vous voyez ? Je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Amin Sarr. Mais pour ça, il faudrait qu'il se montre, il faudrait qu'il se rende utile, il faudrait qu'il s'implique. J'ai l'impression qu'on joue à 10, tout simplement. L'entrée de Dembélé, t'as préféré ? Et bah vous savez quoi ? Je vais vous dire oui. Ouais, j'ai préféré l'entrée de Dembélé, ouais. Ouais, j'ai préféré parce que Dembélé, il a essayé de faire des appels en profondeur et il s'est procuré une occasion. Je dis bien procuré. Hein, il a raté l'occasion, mais il s'est procuré une occasion. Et moi, je veux dire, un mec qui rate des occasions, c'est un mec qui a des occasions en premier lieu. C'est-à-dire qu'il a déjà passé la première étape. Il est déjà arrivé au premier étage. Amin Sarr, il s'est procuré aucune occasion. Sur une aile, tout seul. Et c'est quand même hyper problématique. Donc moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que je considère qu'un mec qui rate des trucs, c'est mieux qu'un mec qui fait rien. Donc je suis désolé, c'est peut-être pas dans le sens du vent et quoi que ce soit, et voilà, mais je suis désolé, moi je préfère des Dembélé, des Toko, des Ghezal, des tout ce que vous voulez, à des Amin Sarr qu'on voit pas. Et ça m'emmerde. Comme Thiago Mendes. Je préfère un mec nul au milieu de terrain qui fait n'importe quoi, plutôt qu'un Thiago Mendes qu'on voit pas. Donc voilà. On n'a pas vu Jeffinho. On va parler des entrants. Cherki a beaucoup de ballons perdus. Beaucoup. Il retombe dans ses travers de vouloir sauver le match. Alors que là, pour le coup, il joue dans l'axe, donc il n'a pas d'excuse. Cherki, je suis inquiet parce qu'il retombe dans cette espèce de volonté de basculer le match à lui tout seul. Ça peut, hein. Ça peut. Il y a des passes et il y a des actions où ça peut. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas assez. Et moi, j'aimerais qu'on puisse juger Cherki autrement que par ses apports à des buts et des passes D. Parce que là, sur le contenu, il n'y a rien à en tirer. Jeffinho discret. Après, il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, hein, Jeffinho. L'entrée de Aouar et Dembélé, écoutez, c'est l'entrée de... Attendez, j'ai peut-être un son pour ça. L'entrée de Dembélé et Aouar, Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Ou alors ça, au choix. C'est nul, Denis, c'est nul. Non, il y a... je comprends pas. Et là, on revient à la logique de long terme. Parce qu'on sait que c'est globalement foutu en championnat. Ça l'était déjà avant ce match. Hein. Mais expliquez-moi, si vous avez la réponse, alors peut-être c'est un plat du pied sécurité, un tapin, tout ce que vous voulez. Expliquez-moi l'intérêt de donner du temps de jeu à Aouar, qui est complètement déconnecté de l'OL, du foot, enfin tout ce que vous voulez, et de foutre Mohamed El Arouche en tribune. Enfin, je veux dire, c'est quoi le projet ? On sait très bien que le championnat c'est foutu, qu'il n'y a plus rien à jouer, ou en tout cas, il y a peut-être une étoile dans le ciel qui peut nous aider à avoir une 5e place.
Quel est l'intérêt de faire jouer Aouar? Le but, là, c'est quand même de préparer un peu l'avenir. Donne-lui du temps, Momo El Arouche. C'est lui l'avenir. Donc je comprends pas ça. Honnêtement, c'est vraiment une logique qui m'échappe complet. Je comprends pas cette logique de faire jouer Aouar quand on a un El Arouche en tribune. C'est un message qui est envoyé qui est terrible, parce que Mohamed El Arouche, c'est du temps qui est perdu sur la saison prochaine. Alors c'est la saison prochaine qui compte maintenant. Il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs importants. Peut-être même un seul si on le perd. Le reste, on s'en fout. Hein. On peut prendre 10-0 contre le PSG, on s'en branle, ça reviendra au même. Hein. On peut finir 14e, c'est la même chose que finir 10e. Donc voilà, point d'interrogation monumental. Non, le quiz blind test commentateur, ce sera la semaine prochaine. Donc voilà. Qu'est-ce qui me reste dans ce que j'ai noté? Bah rien. J'ai tout noté. On a tout dit. Voilà, on a tout dit. Merci Ticre pour le Prime. On va passer au Jurigno, si vous le voulez bien. Alors, laissez-moi 2 secondes parce que je l'ai pas mis là où il fallait. Alors, Chrome. Normalement, c'est bon. Il va apparaître incessamment sous peu. Hop. Ah, merde, il n'est pas comme il faut. Hop, on va noter les joueurs, le Jurigno. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Alors, le Jurigno, on voit qu'il y a très peu de notes, hein, tout simplement parce que tout le monde s'en fout. Blanc a fait 5 changements. C'est vrai que ça y est, il a compris. Pour les primes de Ligue 1, il y a une différence entre 8e et 15e. Oui, il y a quelques millions, ouais. Il y a quelques millions, j'ai pas le tableau en tête, mais je pense qu'entre le 8e et 15e, il doit y avoir peut-être 3 ou 4 millions de différence. Ce qui est pas rien, hein, mais ce qui, dans la situation de l'OL, est presque anecdotique, hein, dans l'absolu. Alors, dans le positif, on va mettre Lacazette, Koumbedi, et de toute façon, on va pas faire dans l'originalité. On va mettre Lacazette, Barcola, Koumbedi, et dans les négatifs, on va mettre Amin Sarr, Cacré, je pense que c'est cohérent. Qui on pourrait mettre de moins? Lukeba, plutôt que Koumbedi. Ouais, Lukeba moins 2, Amin Sarr, on va être moins 4, Cacré moins 3, Barcola plus 3, et Lacazette plus 4. Ça me semble plutôt... Non, j'aime pas trop noter les entrants, à moins qu'ils aient pesé très très fort sur le match. Ryu sauve le match. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, on va plutôt mettre du positif à Ryu. Ça me semble pas déconnant. On va mettre du positif à Ryu. Plus 3 Barcola, ouais, plus 2. Ça me semble plutôt logique, effectivement. Aouar et Cherki m'ont pesé perso. Ouais, mais c'est pas eux qui font gagner ou perdre le match. C'est les entrants, on les note quand ils ont un vrai poids sur le match. C'est pas eux les hommes les plus importants du match, à mon sens. Après, vous notez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre des moins à Aouar et Cherki, allez-y. Hein. Vous êtes totalement libre de vos notes. Hop là, c'est parti. Après, t'oublies 2 choses. Lyon n'a qu'une défaite sur les 12 derniers matchs et Nantes a joué à 6 défenseurs. Difficile de marquer dans ces conditions. Bah, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu dois être capable au moins de faire jeu égal sur la seconde période. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi faire jouer des joueurs à 6 mois qu'ils partent? Je comprends plus. Moi non plus, surtout que c'est des joueurs... Dembélé, je lui en veux presque moins. Parce qu'au moins, il essaye. Vous voyez? Alors, il est pas bon, il marque pas, il est très maladroit, mais au moins, il essaye. Alors que Aouar, moi, je suis inquiet pour la suite. Hein. Je vous le dis. Hein. Enfin, je suis inquiet, j'en ai un peu rien à foutre. Mais bon courage à toi, bonhomme. Hein. Bon courage, Oussem. Parce qu'il va falloir changer d'attitude. Hein. Oussem Aouar, il a quoi? Il a 26 ans, je crois. Il est censé être 24 ans. Il est censé être encore au début de sa carrière. Bon courage, Oussem. Bon courage. Voilà, bon, on en a terminé avec ce débrief. Débrief un peu plus court que d'habitude parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y aura comme d'habitude le replay sur YouTube. Si vous êtes encore là sur YouTube, merci des pouces, merci du soutien. On est dans une période un peu creuse, ça se sent sur les chiffres, mais c'est normal, c'est la fin de saison, il n'y a plus rien à jouer. Vous êtes lassés, moi aussi. Merci à tous ceux qui prennent quand même le temps de lâcher des petits commentaires, de mettre des pouces et tout ça, ça fait très plaisir, c'est important pour moi. Prochaines échéances. Faut que je reprenne mon programme, mais les prochaines grosses échéances, ce sera mardi, on fera un live nocturne pour parler, comme d'hab, de l'emploi, du marché de l'emploi, du boulot, de trucs un peu perso, etc., etc. Ce sera à 22h. On aura lundi 27, notez bien, lundi 27, un quiz blind test commentateur sponsorisé par nos amis de Parion Sport. Le concept est simple, vous aurez des extraits audio de commentateurs et des questions en rapport avec ce commentaire. Par exemple, je sais pas, quel match, qui marque, quel but, quel adversaire, etc., etc. Il y aura une trentaine de questions et on fera ce petit quiz ensemble. Ce sera le lundi 27 sur les coups de 21h. Le prochain débrief, ce sera le dimanche 2 avril, à 23h, débrief de PSG-OL.
au secours. On aura, d'ailleurs c'est pas du tout les bonnes dates, on aura également ensuite dans la foulée le mercredi 5, le match peut-être le match le plus important de la saison, le débrief du match entre Nantes et Lyon. Ce sera également à 23h le débrief, en espérant qu'on aille au Stade de France. Merci Sogikan pour le Prime. C'est bien pour Aminsar et Bonouchero, effectivement. Des news d'HelloFresh, non, il n'y a pas de nouveau live cuisine. C'est prévu peut-être plus tard quand j'aurai davantage de temps, mais probablement pas avec HelloFresh, je pas trop de nouvelles. Peut-être qu'ils referont un partenariat un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu dans l'immédiat. Tu seras au stade à Nantes? Non, je ne serai pas au stade à Nantes, je ne vais plus au stade et encore moins au parquage parce que je n'ai pas confiance en ma sécurité en parquage. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas d'aller lâcher les petits pouces sur YouTube s'il vous plaît, de suivre la chaîne. Oui, c'est fini là, mais la rediff sera sur YouTube dans environ 1 heure, en HD dans 2 heures. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer en raid quelque part. Prenez soin de vous et on se retrouvera. Chez qui on va? Vous voulez aller chez Antistar? Antistar ou Velvet Shadow? Vous voulez du Diablo ou du Bayonetta? Dites-moi. Diablo ou Bayonetta? Au choix. Antistar? Allez, Antistar, c'est parti. En plus, il est supporter lyonnais, donc il sera content. Allez, bonne nuit à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas que l'Olympique lyonnais, parfois, plutôt avant, c'était aussi une bonne raison d'être heureux. Et d'ailleurs, on salue Bart, dont on n'a plus trop de nouvelles. On espère qu'il va bien. Allez, bisous, à bientôt, ciao, et à mardi.